En vous proposant aujourd'hui cette thématique des listes en commun, en fait, on a souhaité montrer la mobilisation citoyenne à l'échelon local, non sous l'angle du renoncement ou de l'abstention, mais sous celui de la mobilisation collective. Une mobilisation axée sur la conquête des villes et des villages par le biais des élections municipales, justement, une réappropriation par les citoyens de l'action locale, une repolitisation, en somme, par le bas. Aux dernières élections municipales, en fait, en 2020, on a pu observer l'émergence de centaines de listes citoyennes, alors qu'elles n'étaient qu'une dizaine en 2014. Donc, c'était déjà un signe fort que quelque chose se passait. Certaines, bien sûr, ont été élues et d'autres pas. Mais avant cela aussi, en 2015, à Barcelone, la liste citoyenne Barcelona en Comú, portée à Ada Colau, qui était militante pour le droit au logement, à la tête de la ville. Et en 2017, à l'invitation de cette même Ada Colau, de 180 villes dans 50 pays différents, à l'occasion d'une rencontre internationale, naissaient les villes sans peur, prenant acte de l'impuissance en fait des gouvernements face à la crise environnementale et démocratique. Et ces villes sans peur ont la conviction qu'il faut recentrer l'action publique sur l'échelle municipale. Alors une liste citoyenne, ça veut dire quoi? On associe souvent, c'est vrai, les termes d'écologie, de justice sociale et de démocratie aux listes citoyennes. Monter des listes en commun, est-ce que c'est aller vers plus de démocratie? Je crois qu'en la matière, aujourd'hui, on tâtonne encore beaucoup, mais que justement, on a besoin d'expérimenter, on a besoin d'avoir d'autres référentiels, on a besoin d'apprendre à mieux faire ensemble, et on a besoin d'inspiration et d'exemples. C'est pourquoi aujourd'hui, on a invité pour leurs témoignages précieux, du coup, Claire Davienne et Jérémy Steil, qui sont élus à Vaour, une petite commune rurale du Tarn, ainsi que Xavi Ferrer, qui a participé à l'aventure de Barcelona en Comú et qui témoignera de son expérience aussi au niveau espagnol. Donc, je vous souhaite un bon jeudi du développement local à nous tous et toutes. Merci Marie-Cécile. Sylvain, normalement, c'est à toi. Absolument, merci beaucoup. Donc moi je suis Sylvain Pambour et donc j'anime le réseau Territoire et Citoyen en Occitanie, présenté à l'instant par Marie-Cécile, en simultané de l'animation, de la co-animation de ce jeudi du développement local. Je suis en traduction par écrit avec notre ami Xavi, donc qui ne parle pas français, même s'il le comprend un peu. Voilà, donc excusez les temps de latence. Voilà. Donc, le premier temps qu'on a envisagé consiste à vous mettre un petit peu en action pour 10 minutes. Donc, ce qu'on vous propose, Rémi va vous envoyer dans des groupes, mais vraiment des petits groupes. On s'est dit 4-5 personnes, je crois, Rémi. Et outre un petit temps d'interconnaissance et de présentation le plus rapide possible, ce qu'on vous demande, c'est de faire émerger deux questions, euh, voilà, communes, on va dire, hein, liste en commun, questions communes, pour voilà, qu'on puisse les agréger, les noter, et que pour le coup, au fur et à mesure des témoignages qui vont déjà aborder beaucoup de points, on puisse garder en mémoire ces questions-là pour interpeller avec bienveillance nos témoins du jour. C'est un peu ça, Rémi? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, pour ce faire techniquement, Alors pour ce faire techniquement, je vous ai mis dans le chat un lien vers Mentimeter qui, voilà, vous trouverez un script dans vos différents groupes, hein, des groupes de 3-4 personnes comme l'a dit Sylvain, pour marquer là ou les deux questions que vous auriez envie déjà de poser à nos participants en venant sur ce temps d'atelier. Voilà, ça permettra d'avoir quelque chose déjà de co-construit et un peu en hommage aux listes en commun qui co-construisent les choses ensemble. Donc, on part dans des groupes de 3-4 pour 10 minutes. Vous marquez bien les questions dans le Mentimeter, ou alors, si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir, vous les retenez en tête. Et puis, on verra à la fin des interventions si vous avez encore des questions, si les questions n'ont pas été traitées et que vous voulez les poser aux participants. Donc, on se laisse 10 minutes.
ce serait bien si toutes les personnes qui ont leur caméra coupée pouvaient les remettre en marche pour que les groupes soient plus conviviaux. À tout de suite. Être avec vous Désolé. pour évoquer le fonctionnement de Vaour. Je vais commencer par vous présenter un petit peu notre territoire. Vaour, c'est une commune du Tarn, donc basée dans le sud-ouest. On est à 1 heure et demie de route de Toulouse, situé à oui, 20 minutes d'Albi et 40, pardon, 20 minutes de Gaillac et 40 minutes d'Albi. On est sur un territoire très naturel, très rural, avec des spécificités géographiques fortes. Par exemple, on est entouré par les vignes d'un côté, la forêt domaniale de la Grésine de l'autre côté, et nous sommes à la frontière avec le plateau calcaire qu'on appelle le Causse du Quercy. Voilà, et la nature est très forte chez nous. On a donc été élu en 2020. Il y a dans notre communauté de communes il y a 25 communes participantes à la communauté de communes qu'on appelle la 4C. Et parmi ces 25 communes, nous sommes les 4 communes limitrophes du COS à être passées en liste participative. Ce qui fait qu'on représente quand même un bloc, j'ai envie de dire, qui représentons une nouvelle forme de démocratie et de prise de décision. Je vais laisser la parole à Claire qui va vous expliquer un petit peu comment on est passé, comment on a réussi à se faire élire. Et juste avant, je me rappelle quand même que Vaour, c'est un village particulier qui a une grosse histoire médiévale et même ancestrale, et qui aujourd'hui repose sur un pôle culturel très fort qui s'appelle l'été de Vaour. C'est un festival qui a lieu tous les ans avec une programmation à l'année. Et c'est ça on a fêté là, cette année la 37e édition du festival. Donc depuis presque 40 ans, il y a une dynamique culturelle très forte dans le village. Et c'est là-dessus que se reposent les habitants, les nouveaux arrivants, parce qu'on a pas mal de nouveaux arrivants, et aussi les élus pour développer leur action. Voilà. Je laisse la parole à Oui. Claire qui va vous expliquer un peu plus comment on a réussi à se faire élire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour faire suite à ce que Jérémy vient d'expliquer, oui, je reviens sur le fait aussi que donc, le festival l'été de Vaour a impulsé une dynamique particulière dans notre village, mais par un certain nombre d'autres pratiques et d'autres présences disons, de néo-ruraux qui sont arrivés il y a plus de 40 ans sur le territoire. Notre village a connu vraiment des choses qui se sont développées autour du faire ensemble, autour de pratiques de solidarité et de pratiques collectives. Et donc, aujourd'hui, si on en est là, il n'y a pas vraiment de hasard, mais voilà, c'est le fruit quand même d'une histoire ancienne. Par rapport à l'arrivée du coup de notre liste participative, on a été quelques habitants en 2019, à partir de l'été 2019, à se poser la question de ce qui allait se passer aux prochaines élections, étant donné qu'il n'y avait qu'une liste qui se présentait. Et on a été quelques citoyens voilà, à se voir passionnés par les dynamiques de démocratie participative. Et on a décidé de lancer des assemblées citoyennes pour voilà, inviter les habitants, un maximum d'habitants, à se retrouver et à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport aux élections qui allaient arriver, vraiment dans l'idée de voir ce qui allait émerger dans un processus citoyen. Donc, on a tenu des assemblées citoyennes tous les mois pendant 5-6 mois avant les élections de 2020. Et assez vite, il est apparu quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de personnes étaient d'accord d'être élues, se présenter sur une liste, mais en disant « j'aurais pas forcément énormément de temps disponible ».
Et un certain nombre de citoyens étaient tout à fait prêts à s'engager avec beaucoup de temps sans pour autant vouloir être sur la liste. Donc assez vite, il est apparu cette réalité et on s'est dit, on ne peut pas limiter le nombre de personnes participant au cœur de cette aventure au nombre d'élus, puisque nous, dans notre village, on a 11 élus. Et donc, à ce moment-là, avant les élections, on a décidé de constituer un groupe de 20 personnes, élus, non élus, qui étaient d'accord de s'engager tous au même niveau, c'est-à-dire voilà, comme un conseiller municipal, j'ai envie de dire. Et une chose à laquelle c'était difficile de croire, quand on a présenté notre liste et quand on a été élu, on ne savait pas encore qui allait être le maire. Donc, on a fait confiance à ce processus dont on avait entendu parler. Et effectivement, on l'a vécu, c'est-à-dire que c'est une fois élu que ce travail a été fait entre nous de comprendre qui allait pouvoir porter cette responsabilité plus particulière du maire, même si, évidemment, dans notre recherche, on ne souhaitait pas que le maire ait une place trop prédominante, puisque dans les listes citoyennes, l'idée est vraiment, en tout cas avec notre projet, d'élargir les bases de la démocratie et de faire passer, oui, c'est ça, de faire en sorte que plus d'habitants participent vraiment à ces processus de décision au centre, voilà, dans le noyau qui correspond pour nous à un conseil municipal élargi, que nous, on nomme groupe de coordination. Donc, on a été élus comme ça. Voilà, une dizaine d'élus, une dizaine de non-élus. Et au début, ça a été très compliqué, en fait, de s'organiser, puisqu'on se rendait compte qu'avec cette envie de faire de façon horizontale, on avait quand même du mal à prendre des décisions, puisque tout le monde se disait, mais est-ce que je suis légitime? Il faut que le groupe décide et tout ça. Donc, il y a eu quand même un moment de confusion. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on devait se faire aider. Donc, on a fait appel à Tristan Réchid, qui a été un des initiateurs de la liste participative, la première en France en 2014 à Saillant dans la Drôme. On a fait appel à lui pour qu'il nous aide à nous organiser et à nous structurer. Donc après, je vais te relaisser, je vais dire 2 mots du coup sur notre schéma de gouvernance. Après, je vais laisser la parole à Jérémy pour qu'il revienne sur le moment de notre arrivée et la prise de poste. Juste pour dire que la chose qu'on a compris au moment de la formation avec Tristan Réchid, c'est que si on voulait vraiment un système avec plus d'horizontalité et plus de participation d'un maximum de personnes, c'est-à-dire pas juste le maire et les adjoints, mais on voulait vraiment être un certain nombre à participer au processus de décision, ça nécessitait une organisation quand même claire, précise, avec un cadre et des règles. Tristan nous disait, si s'il n'y a pas ça, c'est pas la démocratie, c'est le bordel en fait. Enfin, si on veut plus d'horizontalité, il faut que ce soit très cadré, sinon c'est les dérives et des prises de pouvoir à droite, à gauche. Donc, on a défini un schéma de gouvernance extrêmement précis, avec quelques principes de base, mais on y reviendra sur, en fait, pas de prédominance des voix, c'est-à-dire que tous les membres du groupe de coordination ont la même voix, le maire n'a pas plus de poids. Évidemment, après, il y a des personnes, en fonction des responsabilités qu'ils ont, ils connaissent mieux tel ou tel dossier, évidemment que leur voix va, entre guillemets, compter autrement puisqu'ils sont experts dans le dossier. Mais sinon, on est vraiment sur que des décisions prises au consentement, quand c'est des décisions qui engagent vraiment la vie du village et des décisions importantes. Donc, décision prise au consentement. On valide quand on est tous d'accord, on aménage, ceux qui ont des objections, on les écoute et on adapte les choses. Et donc, on est vraiment dans un processus d'intelligence collective où on réalise que les décisions qui sont prises, le processus est plus long, mais c'est des décisions qui reflètent plus de finesse finalement, et elles sont plus justes et plus fines, et c'est mieux pour le village. Voilà, donc je laisse la parole à Jérémy pour poursuivre, et on reviendra peut-être sur certains points de notre schéma de gouvernance. Voilà. Donc aujourd'hui, en 2023, ce schéma de gouvernance est suffisamment éprouvé et on peut dire que ça fonctionne bien. Mais lors de notre arrivée à la mairie, j'ai pas d'autres mots pour dire que c'était quand même un gros bordel. On était en pleine période de Covid. Il y a eu 3 mois entre le premier et le second tour, 3 mois très, très bizarres.
où on savait qu'on allait être aux commandes de la mairie, mais simplement on n'était pas encore officiellement élu. Et puis, dès qu'on est arrivé, en fait, tous les habitants qui avaient passé 3 mois sans trop savoir sont venus à la mairie en demandant à parler au maire, au maire, au maire. C'était le seul référent, c'était le maire, moi en l'occurrence. Et j'ai eu un peu de mal à, à trouver ma place entre, d'un côté, le groupe de coordination qui me disait, fais attention, Jérémy, ne prends pas tous les pouvoirs, en charge. Et d'un autre côté, autant la communauté de communes, le département que les habitants me mettaient à une place très élevée en me disant, vous êtes le maire de la commune, c'est vous l'officier d'état civil, l'officier de police judiciaire, c'est à vous de prendre des décisions. Et moi, j'étais un peu perdu parce que je n'avais pas identifié un enjeu très, très important qui est la circulation d'informations. Il faut que l'information circule dans les deux sens, c'est-à-dire du groupe, alors le bureau exécutif, donc le maire et ses adjoints, nous l'appelons le groupe opérationnel. C'est nous qui sommes chargés d'exécuter les décisions prises par le groupe de coordination. Et donc, il faut que les informations du groupe opérationnel vers le groupe de coordination et vers les commissions fonctionnent. Et dans un autre sens aussi, des commissions vers le groupe opérationnel, il faut que cette information circule vraiment bien. C'est un très, très gros enjeu, je pense, d'un fonctionnement participatif. Donc, il s'est passé 4 mois de gros bordel. On n'était pas du tout efficace. Moi, j'ai eu tendance à... Le fait de ne pas savoir diffuser cette information, j'ai eu tendance à prendre toutes les études de dossier en charge. Et au bout de 4 mois, eh ben, il y a eu un espèce de burn-out de l'équipe qui a fait que on a tout reposé, clairement défini. C'est là qu'on a eu la formation avec Tristan Réchid, qu'on a vraiment mis en place notre schéma de gouvernance, qu'on a redéfini le rôle des commissions, le rôle de chaque élu, le rôle de chaque personne du groupe de coordination. Et à partir de janvier 2021, je pense qu'on avait un fonctionnement beaucoup plus apaisé et beaucoup plus cadré. Voilà. Et ce qui nous a permis, en fait, de ce moment-là, de repartir du bon pied. Et depuis 2021, je dois dire que ça fonctionne plutôt pas mal. On a même eu des petits écarts, des personnes qui posaient problème. Et le fait que notre schéma de gouvernance soit très cadré, eh ben, ça a permis qu'ils ne prennent pas de pouvoir excessif, qu'ils restent dans un cadre très respectueux par rapport à la charte qu'on avait éditée, par rapport au respect des personnes. Et moi, je dois dire aussi qu'en tant que maire, ben, j'ai vraiment trouvé ma place, à savoir que je m'identifie comme étant le représentant de ce mouvement de démocratie participative, mais je suis aussi le représentant de tous les habitants auprès des collectivités extérieures, à savoir la communauté de communes, le département, la région et la préfecture. Voilà ce que je peux dire sur notre arrivée au pouvoir et puis l'impact que ça a eu. Après, concernant les habitants, il y avait beaucoup d'habitants étaient assez. Enfin, c'était pas la majorité parce que la majorité nous a élus, mais une partie des habitants nous a été très méfiante quant à notre arrivée et pensait que ça allait être du grand n'importe quoi, qu'on n'allait pas savoir gérer ni l'eau, ni les écoles, etc. Et, et ils ont été assez revendicatifs pendant quelques semaines. Et puis petit à petit, en fait, on a réussi à rassurer tout le monde en prenant en compte tous les habitants également, pas ceux qui avaient voté que pour nous. Et,
et là, même si le village est un petit peu clivé, je sens que ce clivage-là est en train de s'apaiser et en tout cas, la discussion peut se produire calmement dans le village. Voilà pour cette intervention. Oui. Alors, oui, peut-être que j'ai encore 1 ou 2 minutes, je ne sais pas. Bon, comme j'entends rien, je Oui, continue. oui, vas-y, pardon. J'avais Oui, tenté. oui. Non, donc je voulais revenir donc, sur peut-être juste développer un tout petit peu sur notre schéma de gouvernance. Donc je disais qu'on s'appuie sur un cadre et des règles, c'est-à-dire définir l'entrée et la sortie dans le groupe de chacun des membres, définir ce qu'est un référent d'une commission. Donc on a une commission sociale, une commission culture, etc. On en a 9. Définir un petit peu la mission du référent. On a une charte avec nos valeurs qui doit aussi être respectée. Et à chaque fois, les périmètres de décision qui sont définis. Qui peut décider quoi? Donc voilà, ça c'est pour le schéma de gouvernance qui évolue hein, aussi. Rien n'est figé, c'est-à-dire que régulièrement, on se dit « Ah, ça pourrait être affiné dans le schéma de gouvernance. Ça pourrait être redéfini. » Donc voilà, tout est toujours en perpétuelle évolution. Comme je vous disais tout à l'heure, donc ce processus d'intelligence collective, il est très riche et très fertile puisque les décisions sont prises avec plus d'expertise. On a la chance d'avoir un groupe qui est composé de personnes vraiment de différents âges, de différents horizons et du coup aussi de différentes je dirais, culture. Et certaines personnes, ça fait 30 ans qu'elles sont sur le territoire. D'autres, elles arrivent d'ailleurs avec un autre regard, avec d'autres expériences. Et donc, ça donne des discussions et des prises de décision vraiment très intéressantes et plus appropriées pour le village. Par contre, il faut du temps. C'est-à-dire que décider à 20, voilà, il faut accepter cette donnée du temps. Parfois, ça peut nous être reproché. Mais on se rend compte que même si certaines choses ne vont pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, on sème aussi les graines d'une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'un certain nombre d'habitants, dans la vision plus traditionnelle, dans ce qu'ils ont connu jusque-là, c'est on vote pour des personnes qui nous représentent et qui décident pour nous. C'est-à-dire qu'on vote pour un programme et pour des personnes, et après, c'est aux élus de décider et de faire, quoi. Et nous, voilà, on cherche à impulser un modèle où, en fait, tous les habitants sont partie prenante d'un certain nombre de questions pour le vivre ensemble et pour le village. Et du coup, ça nécessite leur participation. Et certains, on voit bien que ce n'est pas dans leurs réflexes, dans leurs habitudes, et que nous, on essaye d'interpeller les habitants pour changer ça et que chacun reprenne en main ses responsabilités, son pouvoir, pour faire que les choses elles puissent changer et être à notre image. Et donc ça, on a un peu le pressentiment que ça va peut-être être plus ou moins long, mais qu'en tout cas, euh, on, on pose des actes en invitant les gens à des assemblées citoyennes, à des apéros citoyens, en essayant de les consulter, de les inviter à la vie des commissions. On pose des actes qui font naître une nouvelle culture de la participation. Et par exemple, nous, on est donc 20 au groupe de coordination, mais si on compte les personnes habitants impliquées dans les commissions, elles sont en plus de nous, je pense, une trentaine. Donc ça regroupe au final une cinquantaine de personnes engagées dans des projets portés par la mairie. Et donc 50 personnes sur un village de 400 habitants, vous voyez, voilà, c'est quand même un pourcentage très important. Donc, on est fiers de ça et on se dit que, voilà, d'année en année, même si on ne voit pas les fruits tout de suite, on sent qu'il y a des choses qui sont à l'œuvre dans ce changement de rapport au pouvoir. Voilà. Juste rajouter que on n'a pas été élu sur les bases d'un programme politique, on a été élu sur les bases d'un fonctionnement politique et qu'une fois en place, on a déterminé quel serait notre programme avec les habitants. Mais on a d'abord mis en place un fonctionnement qui a pris un peu de temps, je l'expliquais tout à l'heure, mais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Oups, pardon, excuse-moi. Je termine juste peut-être par, je voyais dans les questions là que vous posiez, pour quelles raisons s'engager dans une démarche de liste en commun. Je voulais juste finir sur 2-3 points
qui me semble vraiment, au titre individuel et collectif, très, très fort. D'abord, vraiment cette impression qu'on reprend une sorte de pouvoir aussi. Parfois, quand on regarde la politique à l'échelle nationale, on peut se sentir dans une forme d'impuissance. Et là, le fait, dans un petit village, d'avoir vraiment cette sensation de pouvoir avoir une action concrète sur la politique locale et qui peut en plus faire tache d'huile parce que voilà, il y a une implication dans la communauté de communes, etc. Voilà, ça redonne un sentiment, voilà, on est dans le pouvoir d'agir et ça, c'est assez fort. Ensuite, d'expérimenter ce que je vous disais, l'intelligence collective en groupe, c'est aussi, nous, voilà, on vit vraiment une aventure humaine très, très belle. On, on a quand même une grosse charge, on a beaucoup de choses à gérer et globalement, ça se passe très très bien. Enfin, on fait aussi de la prévention de conflits, on fait aussi beaucoup d'écoute et de médiation parce qu'il ne faut pas rêver pour que le groupe A20 continue à se maintenir. Et ben, c'est quand même un travail aussi sur la relation et sur la confiance qui se nourrit et qui se travaille. C'est-à-dire que certaines personnes sont disponibles pour des temps d'écoute et de voilà, dans l'attention que tout le monde continue à trouver sa place et à se sentir bien au sein du groupe. Donc humainement, c'est aussi très très riche. Quand on s'engage dans une aventure comme celle-là, il faut être prêt à travailler sur soi parce que ça remet en cause pour pas partir et claquer la porte. Enfin voilà, on est régulièrement dans des points de vue qui sont confrontés les uns aux autres. Donc c'est très fertile, mais il faut accepter parfois de ne pas se sentir compris ou de ne pas se sentir suivi sans le prendre pour soi, hein. On peut pas être dans l'ego parce que c'est pas dans ça qu'on est. Mais c'est voilà, humainement très très fort, très très riche et on se sent acteur et on retrouve un pouvoir sur nos vies. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy et Claire. Peut-être juste deux, trois questions vraiment de précision. Déjà, le nombre d'habitants dans votre collectivité et puis le nombre de listes qui se sont présentées en 2020 à Vaour. Enfin, voilà, vraiment des réponses très courtes et factuelles. 400 habitants aujourd'hui et il y avait deux listes. Une liste composée de ancien maire très traditionnel, ambiance chasse, pêche et tradition. Et l'ancienne municipalité ne se représentait pas. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter une liste. Donc, il n'y avait que deux listes face à face. Ok. Merci beaucoup. Il y avait une autre question que je vous propose de prendre aussi, c'est l'organisation des délégations et des représentations, et notamment au niveau des intercos. Comment est-ce que ça a pu se décider et s'organiser, vraiment votre mode de représentation en fait, à l'extérieur notamment. Alors, dans un premier temps, on avait choisi l'option que le maire ne serait pas conseiller communautaire. C'était pour plus de représentativité de tous les élus. Euh, il se trouve que ça a été assez compliqué, ça, et que au final, je crois, un an et demi après, le conseiller communautaire a démissionné parce qu'il n'arrivait pas à assumer sa mission, et c'est donc moi qui l'ai remplacé. Donc, on est représenté à la communauté de communes par deux conseillers communautaires, c'est le maire et une adjointe au maire. Et là-dessus, on se répartit. Il y a aussi des personnes, il y a aussi des élus qui font partie des commissions à la communauté de communes. Je ne vais pas vous donner toute la liste là, mais on s'est répartis comme ça. Et tout ce qui est représentativité extérieure, c'est assuré en général par le maire et ses adjoints. Voilà. Ok. Je vous propose aussi donc de prendre quelques questions là qui ont été posées par dans les différents groupes. Hop là, je vous enlève ça. Que vous voyez bien l'écran et les questions. Oui. Donc il y en a quelques-unes là qui sont auxquelles vous avez déjà répondu là dans le cadre de votre intervention et puis bah, peut-être piocher dans une autre qui vous inspire. On pourrait prendre la première, là, en haut à gauche. Quelle différence entre une liste municipale apolitique, comme souvent dans les petits villages, et une liste citoyenne? Ça, on a répondu aussi. Euh, Moi, je dirais que bon, on avait la spécificité d'être apolitique, c'est-à-dire sans étiquette politique marquée, mais avec des tendances quand même sur le social et l'écologie.
La spécificité d'une liste citoyenne, c'est par rapport à la prise de décision et c'est d'essayer d'impliquer à la participation, oui, et c'est essayer d'impliquer le plus possible les habitants dans la prise de décision, dans l'action communale qu'ils peuvent aller. Euh, on a par exemple des commissions où les gens ne participent pas du tout aux réunions, mais sont dans l'action. Si la commission transition écologique impulse le nettoyage des mares ou des réserves humides, eh ben, il y a des gens qui vont aller chercher leur pelle, leur pioche et s'y mettre. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on sollicite et qu'on essaye de développer au maximum. Il me semble que c'est là-dessus que se joue la différence. Après, il y a peut-être une question sur la représentativité de la société civile, là, à l'opposé, en haut à droite. Vous avez parlé de l'été de Vaour, dynamique culturelle existante et qui rassemble pas mal d'acteurs de la société civile du village. Oui. Est-ce qu'il y a une représentativité de la société civile qui a été pensée tout particulièrement? Alors, enfin, la société civile, comme je vous le disais, en fait, il y a 400 habitants, dont beaucoup sont impliqués aussi dans des associations, puisqu'il y a au moins 30 associations dans notre village. Donc, société civile, c'est ça, c'est-à-dire que, voilà, on est à peu près 50 habitants à être impliqués dans les commissions et dans le noyau municipal, en sachant que, en dehors du festival, enfin, de l'association de l'été de Vaour, il y a plusieurs autres grosses associations très impliquées et que on travaille ensemble, quoi. On est vraiment sur un certain nombre de questions en lien et dans ouais, dans cette recherche de faire intelligemment et ensemble. Donc, voilà. Je vois la question 1 là en bas. Comment faire participer, impliquer les jeunes? J'y réponds très honnêtement en disant que s'il y a un échec de notre liste, c'est celui de l'implication des jeunes. On avait vraiment cette volonté on voulait créer le Parlement des jeunes. Enfin, ça a eu lieu. Il y a eu pas mal de tentatives, mais je crois qu'on est en train de passer légèrement à côté oui, de la participation des jeunes. On a du mal. C'est probablement lié à des histoires de personnes, tel ou tel référent qui n'ont pas suffisamment de temps. Mais je pense que c'est aussi une histoire de démarche et qu'on avait peut-être trop d'idées et pas assez de moyens d'action pour mettre en place ces idées-là. Et voilà, c'est un peu un échec pour nous, c'est que les jeunes se comportent en ados, continuent à taguer le village, à faire des petites bêtises à droite à gauche et on a beaucoup de mal à les impliquer, voilà, et les responsabiliser. Il reste encore, bon, on peut se laisser encore cinq petites minutes. Il y a peut-être les questions sur les modalités de prise de décision, unanimité, majorité ou autre mode de fonctionnement sur lesquels vous pouvez revenir. Oui, moi je peux revenir un peu. Donc, ce qu'on a décidé pour ce qui concerne du coup notre groupe de décision, donc notre groupe de coordination, c'est que on prend donc nos décisions au consentement. Ça veut dire que euh, quand on semble s'approcher d'une décision, on demande s'il y a une objection à cette décision. Et tant qu'il y a une objection, on tente d'adapter la solution et le projet jusqu'à ce que tout le monde dise « Ok, je consens à cette formule, je consens à ça ». C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de consensus forcé, mais c'est vraiment le consentement, la recherche du projet oui, c'est ça, du projet ou de la solution qui conviendra à tous. Voilà. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup, beaucoup je dirais, de petites décisions, ça se fait très naturellement. Aussi parce que les différents thèmes et projets sont portés et présentés en groupe de coordination par les référents des commissions, c'est-à-dire par ceux qui travaillent le sujet. Et donc, ils arrivent en réunion du groupe de coordination avec le sujet qu'ils ont travaillé, et ils le présentent. Après, il y a une discussion pour qu'on essaye de mieux comprendre. Les membres de la coordination posent des questions pour un petit peu affiner les choses.
Mais la plupart des décisions se prennent vraiment de façon simple. Après quelques discussions, on se rend compte qu'il n'y a pas d'objection. Donc, la décision est validée. Pour des questions un petit peu plus costauds, après je te laisse la parole, là, on est parfois obligé, nous les animateurs, parce qu'on a des animateurs fixes dans cette organisation, qui s'assurent du bon déroulé de la réunion. Là-dessus, on a aussi un certain nombre d'outils qu'on pratique. Certaines fois, il faut vraiment établir un petit peu plus un protocole pour la prise de décision quand il s'agit de questions un peu plus clivantes. Mais on n'a jamais été en échec là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Moi, par exemple, je ne m'imaginais pas que ça pourrait fonctionner aussi fluidement, aussi souvent. C'est assez incroyable. Là, je voulais juste rajouter que lorsqu'une décision a été prise en groupe de coordination, elle sera ensuite délibérée en conseil municipal. Ce qui fait que nous avons des conseils municipaux qui sont plutôt rapides, puisque tous les sujets abordés en conseil municipal ont été d'abord débattus et décidés en groupe de coordination. Donc très souvent, les ordres du jour du conseil municipal sont assez vite traités et ça fait qu'on est quand même efficace et qu'on reste dans le cadre républicain, à savoir que c'est le conseil municipal qui délibère de entérine. Ouais. et qui entérine toutes les décisions. Après, donc moi, je rajoute aussi que au début, nos réunions, elles étaient longues. On n'arrivait pas à traiter les ordres du jour. Chacun intervenait pour donner son avis un petit peu à l'excès. En fait, on s'est cherché, on a cherché nos marques. On n'était pas efficace et que avec l'expérience, ensemble, maintenant, moi, je suis impressionnée de voir à quel point, en 1h30, on arrive à abattre un nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on a gagné aussi en efficacité parce que chacun, on a compris et appris à se taire aussi. En fait, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'on se rend compte, je pense, chacun, que si on n'a pas quelque chose d'essentiel à amener à la discussion et au sujet, il vaut mieux qu'on se taise pour qu'on arrive à traiter tous les points. Donc, on s'est autodiscipliné, on a appris ça ensemble. Et maintenant, on a une efficacité impressionnante. Donc, c'est possible de traiter beaucoup de choses en étant nombreux. Ça fonctionne. Et juste pour finir ensuite, on a des outils, mais on s'aide aussi beaucoup de l'expérience des autres communes, à savoir que je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 communes autour de nous qui ont le même schéma, mais pas du tout le même fonctionnement. Mais par contre, sur les principes, on est tout à fait en accord et on s'inspire d'une commune à l'autre. Et on fait aussi partie du réseau monté par Fréquence Commune qui s'appelle Action Commune, qui rassemble, je crois, une 60aine de communes majoritaires en participation et certainement d'autres qui sont minoritaires. Voilà. Je vais peut-être répondre à ça. En fait, c'est la deuxième partie des questions, mais on ne va pas toutes les aborder. Et sur la première slide, il y en avait une qui rejoignait sur la question des alliances aussi, à la fois à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire comment est-ce qu'une dynamique comme la vôtre peut se faire reconnaître, peut agir et faire reconnaître aussi son efficacité, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on demande à toutes les collectivités, d'être efficaces. Voilà, donc comment est-ce que vous faites accompagner pour faire reconnaître à la fois votre démarche, ce que ça peut apporter, et puis pour agir aussi dans ces cadres qui sont un peu rigides, comment est-ce que vous arrivez à les faire bouger ou pas dans tous ces, voilà, avec ce mode de fonctionnement-là? Bah, là, déjà, par exemple, on témoigne ce matin, ça c'est voilà, un exemple de la façon dont on communique là-dessus. Jérémy donc, a parlé du réseau Fréquence Commune, ça c'est un soutien et c'est une base. Après, il y a des occasions. En gros, on saisit chaque occasion qui nous est présentée de rencontre avec d'autres institutions ou d'autres, par exemple notre député ou d'autres, pour témoigner de notre façon de faire et de ce qui fonctionne
Voilà, voilà ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas Mm. si tu peux Ouais. compléter. Chaque autorité qui est reçue en mairie, en général, bon, plus trop maintenant, mais les 2 premières années, ça passait par une phase de présentation où je leur disais, ben, je vais vous expliquer comment on fonctionne et ça permet aussi d'amoindrir certains fantasmes. On est souvent victime d'une réputation un peu négative. Et en fait, ça prouve que le fait d'expliquer comment on fonctionne, eh ben, ouais, ça permet de remettre du sens donc, dans quelque chose de très simple et qui pourrait paraître parfois un peu léger, mais finalement, ça montre aux gens qu'on est sérieux, Ouais. dynamique et efficace. Ouais. On prend soin aussi comme le disait Jérémy tout à l'heure, des personnes qui n'ont pas voté pour nous. Euh, on prend soin aussi de rester dans une continuité par rapport à ce qui s'est toujours fait dans le village. Je pense par exemple à la fête du 14 juillet, à la commémoration du 11 novembre. On prend soin de ces événements qui sont importants pour des personnes qui n'ont pas forcément voté pour nous, d'honorer ces commémorations et ces temps un petit peu rituels et symboliques. Voilà ce qui me venait. Est-ce qu'on peut remettre les questions ou... Alors, ce qu'on vous propose, c'est de garder les questions et Oui. de vous redonner la parole un peu plus tard quand on sera plutôt sur la fin de ce jeudi. Donc, je reprends un tout petit peu le micro en lieu et place de Rémi. Là, ce qu'on vous propose, c'est un grand écart assumé. Donc, grand écart assumé parce que le témoignage suivant donc, de Xavi Ferrer, il va porter sur l'expérience de Barcelona Incomu. Donc, on change un petit peu d'échelle. Hein, on passe de 400 habitants à la petite métropole de Barcelone, en Catalogne. Grand écart culturel, je pense, aussi. Grand écart pour nous sur ce jeudi parce que on innove en vous proposant des témoignages où on doit s'organiser un petit peu pour avoir une traduction des propos de Xavi, traduction vers lui pendant que vous parlez et traduction vers lui et de lui qui va être assumée par Laurence Barthes, qui est donc coprésidente du réseau Territoire et Citoyen en Occitanie, et je pense fine pratiquante de l'espagnol. Voilà, on va l'entendre. Et puis, dernier grand écart, puisque Xavi qui témoigne n'est pas en Catalogne, mais se trouve être aujourd'hui aux Philippines. Donc, je vais vous dire à quel point la technologie est sollicitée aujourd'hui. Voilà. Euh, donc, Xavi, si quieres empezar, et Laurence, tu prends le relais. C'est bon? Mais en fait, on le laisse parler longtemps ou on coupe ou on fait quoi là? Eh J'ai vu qu'il y a ben, un peu de... on le laisse parler et de temps en temps, on propose une traduction. Donc, peut-être on le Ok, laisse parler 2 minutes et puis on essaye ok. de. Il est au courant du mode de fonctionnement. Ouais, ouais, ouais. J'ai Mais ces notes sous les yeux aussi. voilà, tu fais le lien ou tu veux que je le fasse? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Xavi, si Al- nos escucha, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Xavi de Barcelona. Ahora estoy viviendo en Berlín, pero como habéis dicho, estoy en Filipinas y aquí es de noche. No he calculado bien la luz y por eso estoy con esta luz precaria. Eh, Nada, muchas gracias a Silvan por la traducción todo este rato y a Logans por lo que va a explicar ahora de lo que voy a decir. Alors, juste les présentations. Donc, Xavi Ramil est de Barcelone. Donc, il a été élu à Barcelone. En ce moment, il n'est pas à Barcelone, il vit à Berlin. Et là, aujourd'hui, il n'est même pas à Berlin, il est aux Philippines. Donc, voilà, il est dans la nuit philippine, ce qui explique qu'il a peu de lumière. Et donc, il va partager son expérience. Bon, il nous remercie pour l'invitation. Bien, primero empiezo explicando un poco el contexto de cómo surgió, cómo nació la experiencia de Barcelona en Común.
Lo más importante es que nació en el contexto de la crisis después del 2008, que además del... Yo oigo un ruido, ¿puede ser o no? ¿O soy yo? Y no sé, parece que está con tu... ¿Conmigo? ¿Es conmigo? Sí, me parece. He sentido como, no sé, como si había una escritora, no sé. Ostras, no sé. Yo aquí no oigo nada de ruido, Non, perdona. c'est bon, c'était Yves qui... Ah, estaba con Vous pouvez y nosotros. aller. Perdona, Xavier. Aquí puedes hablar. Perfecto, Mm. gracias. Em, lo más importante decir del contexto en el que nació Barcelona en Comú es que fue después de la crisis económica social del 2008, que luego en España sobre todo se tradujo en el 15M, en el movimiento Indignados, que por supuesto fue diferente, no fue lo mismo en Francia, pero yo creo que el caso de los Gilets jaunes podría ser un paralelismo de crisis institucional, ¿no? Donde las antiguas estructuras políticas clásicas se ponen en crisis, ¿no? Y sobre esto decir que yo creo que ahora es un poco más fácil que cuando lo hicimos nosotros, porque ahora la crisis está muy clara, es muy profunda, y al mismo tiempo es más difícil porque ahora, digamos, nuestros enemigos, ¿no? Los grandes poderes están más preparados para reaccionar ante eso, ¿no? Alors, Laurence, tú me dices si hago pausas más largas o más cortas. Si, aquí me parece bien. Donc, il rappelle en fait le contexte d'émergence de la liste Comú, enfin du mouvement Comú en Barcelone. Il dit qu'en fait, ça se situe exactement après la crise économique et sociale de 2008. Bon, c'était un contexte tout à fait particulier au moment où s'est structuré le mouvement des indignés. Il dit qu'en fait, ça fait écho aujourd'hui, ça pourrait faire écho au mouvement des Gilets jaunes et qu'en fait, ce mouvement qui s'est mis en place dénonçait un petit peu l'inadéquation des structures institutionnelles, du mode de fonctionnement de la société. Bon, ils étaient un peu pionniers et à ce moment-là, ce qu'il dit, c'est que finalement, les acteurs, les pouvoirs, on va dire, les grands pouvoirs, étaient peu préparés à ce type de mobilisation, alors qu'aujourd'hui, ils se sont davantage renforcés, enfin, préparés à ce type de mobilisation. Entonces, algo muy importante pensando en cómo se montó la estructura o el proceso fue partir de una persona que sin ser una política profesional se hizo muy famosa, que fue Ada Colau, que era la portavoz de un movimiento ciudadano por la vivienda y que de repente estaba al mismo nivel que los políticos tradicionales, ¿no? Entonces parecía como que el espacio de la política institucional estaba abierto, como que parecía que podíamos entrar ahí. Y entonces el proceso de pensar cómo hacer esa entrada y si tenía sentido o no fue a través de círculos de confianza. Ella empezó con las 20 personas que estábamos a su alrededor más directamente dentro del movimiento de vivienda. Nosotros 20 estuvimos debatiendo unos meses y luego avanzando a otro círculo de confianza y luego a otro círculo de confianza y poco así como viendo cuál era la respuesta de la ciudadanía, de la gente de movimientos sociales, de ONGs, gente de la academia, gente también de medios de comunicación y por supuesto también gente de partidos políticos, ¿no? que podían también entrar en este proceso. Alors, en fait, il rend compte du processus de comment s'est structuré le mouvement. Donc, il dit qu'en fait, au départ, il y avait vraiment une figure politique d'Ada Colau, qui, quelque part, vraiment c'était une figure un peu charismatique, hein, et qui, quelque part, avait, du fait enfin, de son charisme, pouvait être à la hauteur, au même niveau que d'autres personnalités politiques. Et c'est elle qui va être le porte-voix du mouvement citoyen et qui a permis l'ouverture d'un espace politique autour de la revendication sur les conditions de vie, le logement qu'elle portait. Et autour de cette figure, au départ, il y avait un cercle d'une vingtaine de personnes, dont il était, qui ont alimenté une première réflexion. Et ensuite, en fait, ce cercle, c'est un peu comme aire concentrique, s'est élargi dans différents univers citoyens, mais aussi, il dit académique, oui, académique, le secteur des ONG, des médias, des partis politiques. Et donc, il y a eu finalement un effet de bouche à oreille dans différents réseaux qui ont fait que le cercle de 20 personnes au départ s'est très rapidement élargi.
Y en ese proceso hubo principalmente dos grandes debates, ¿no? Dos cosas que nos costó mucho tomar decisiones, ¿no? Una era si empezar, si entrar en las instituciones desde lo local o desde lo nacional. El mismo año había las dos elecciones y tuvimos un debate largo sobre esto, que como sabéis acabó en lo local. Y la otra gran duda era cómo relacionarse con los partidos ya existentes. Es decir, nosotros no queríamos ser un partido, pero al mismo tiempo queríamos entrar en la lucha electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esa tensión? No queríamos hacer una coalición de izquierdas clásica, no queríamos crear otro partido pequeñito de izquierdas o progresista, bla, 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 como hay miles. Queríamos hacer algo nuevo. Y la forma que encontramos para hacer eso es generar un proceso participativo abierto en el que naciera de la voluntad popular, naciera de gente y que poco a poco se fueran añadiendo organizaciones e instituciones, iniciativas y también partidos, pero con el liderazgo ciudadano. Y este proceso ahora sería muy largo de explicar y yo, si queréis, podemos compartir documentos que tenemos en Barcelona en Comú sobre el proceso. Empezamos lanzando la idea en un acto público y diciendo, oye, tenemos esta idea, creemos que es necesario entrar en las instituciones con otro enfoque, desde otro sitio, con liderazgo ciudadano. Pedimos que hubiera 30.000 personas que firmaran a favor de esta idea. Luego construimos con toda la gente que quiso un código ético para pensar cómo las personas de ese proceso se tenían que comportar y bajo qué normas. Luego pensamos en la forma de financiación, que fue básicamente crowdfunding y crowdlending. Luego hicimos un programa electoral que se hizo también con participación ciudadana, tanto con reuniones físicas como a través de online, con cientos de miles de propuestas que fueron organizadas y ordenadas. Y como último paso, y ese fue el último conscientemente, la elaboración de la lista electoral. La lista fue el resultado final de todo un proceso que llevó hasta ahí. Alors, je vais reprendre depuis le départ. Alors, en fait, il dit que quand une fois qu'ils ont créé ces premiers cercles de confiance, et en fait, il y a eu un grand débat interne autour de deux grands sujets de discussion. Le premier, c'était est-ce qu'ils se présentaient, ils se mobilisaient à l'échelle locale, ils entraient par les élections locales, parce que la même année, il y avait des élections locales et des élections nationales. Donc voilà, est-ce qu'ils entraient par le local ou est-ce qu'ils entraient par le national? Et la deuxième grande question qui les a amenés à réfléchir et à débattre entre eux, c'est aussi la relation avec les partis politiques. C'est-à-dire, voilà, comment se structurer? Est-ce qu'il fallait constituer un nouveau parti comme avant, progressiste, de gauche, d'extrême gauche, Et l'idée qui les a plutôt mobilisés, c'est d'essayer de faire un peu autrement, de faire quelque chose de nouveau et surtout de ne pas nuire au processus participatif. Voilà, en essayant d'associer à la mobilisation citoyenne d'autres organisations. Donc, en fait, ils ont lancé un grand mouvement politique, une prise de position avec voilà, l'idée de promouvoir une autre approche d'un leadership citoyen. Donc, il y a 30 000 personnes qui ont adhéré à ce premier acte politique. Et autour de ça, ils ont là aussi, comme on le disait tout à l'heure, comme c'était évoqué tout à l'heure, posé un certain nombre de cadres de structuration. Donc, il y avait une dimension éthique, un engagement éthique. Il y avait aussi autour du financement, la mise en place de financement participatif. Et ils ont écrit un programme électoral participatif sur la base de réunions en présentiel physique et aussi sur la base de contributions via le numérique. Et donc, il y a eu, je crois, un peu plus de 100 000 propositions qui ont été faites. Et c'est sur cette base-là qu'ont été constituées des listes électorales. Bueno, muchas gracias por la traducción, que no es fácil. Dilo esto también. Il me remercie pour la traduction. Yo voy a estoy siguiendo las preguntas que me habéis propuesto, entonces yo estoy intentando como dar respuestas más o menos cortas, pero por supuesto
tanto yo como Barcelona en Comú estamos abiertos para seguir colaborando en el futuro para ampliar cualquier cosa. Entonces, me preguntabais también sobre las Ravi. sorpresas. Si, en fait, juste parce que là, il va répondre à enfin, à quelques questions qui lui avaient été posées. Donc là, il va prendre certains sujets. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, en fait, ils ont pas mal de documentation qu'il partagera à la demande suite à cette intervention. Bueno, bien. Nos preguntabais sobre sorpresas, ¿no? Cuando entramos en el gobierno de Barcelona. Cuatro de las malas. La primera es que gestionas más de lo que gobiernas, es decir, que mucho de lo que haces lo haces dependiendo del contexto y de lo que hay fuera. Y entonces nos encontramos en algunos momentos muy solos y nos encontramos en un extremo político, a veces con falta de ayuda desde la calle, ¿no? Y a veces con falta también de ayuda de otros partidos que estuvieran más a la izquierda o que fueran más radicales que nosotros, para nosotros poder tener un punto medio. Otro de los grandes problemas fueron problemas internos. La verticalización obligatoria que tuvimos que ver de la toma de decisiones, porque no había tiempo, ¿no? Como teníamos antes. Y también de nuestras propias luchas internas, de burnouts y de problemas internos nuestros. Alors en fait, il commence par évoquer un petit peu les premières difficultés, les premières surprises quand ils ont pris, ils sont arrivés au pouvoir. Et en fait, il commence par les mauvaises surprises. Donc la première, en fait, il dit finalement quand tu arrives, tu te trouves plus dans des problématiques de gestion que de gouvernement. Et face à ça, ils se sont sentis très seuls, ils étaient assez désarmés. Pas beaucoup d'appui interne, pas beaucoup d'appui d'autres partis, donc un grand sentiment un petit peu de solitude et donc de perte de la main, on va dire, sur le projet politique. Et la deuxième grande difficulté, c'était plutôt des problèmes internes aussi au fonctionnement, et en particulier la forte verticalisation du mode de prise de décision dans lequel ils se sont retrouvés, et là-dedans avec des luttes internes. Entre eux, des burn-out, il évoque aussi des burn-out. Voilà, il y avait beaucoup de tensions entre eux et liées aussi au manque de temps, alors qu'auparavant, ils avaient eu pas mal de temps pour réfléchir finalement au projet. Et puis là, le temps s'est accéléré, donc un peu un clivage de ce côté-là. Y dos grandes problemas más. Uno es que con la ilusión de ver el proceso tan fuerte que vivimos durante la campaña electoral, de repente cuando ganamos vimos que mucha gente dijo, bueno, esta gente ya lo harán bien, ya nosotros no somos necesarios, ¿no? Como que mucha gente no quería ser activista, lo hacía solo por una fase corta de tiempo. Y fue un proceso entender que hay algunas personas que sí que quieren seguir sin estar involucradas y que es nuestra obligación política y nuestra visión mantener las instituciones abiertas para que esas personas puedan participar, pero que también hay otras que no quieren ser activistas, que ellas quieren tener su vida al margen digamos, de la decisión política. Y el cuarto gran problema, digamos, sería que la política institucional es muchísimo más sucia, mucho más un juego de suma cero de lo que pensamos. Es decir, la colaboración con otros grupos y con otros partidos solo se hacía a cambio de. No hay colaboración limpia o bonita o ideológica, digamos. Es todo un cambio de cartas, ¿no? Los otros partidos te apoyan en algo si tú les dejas decir que ellos han hecho esto o lo otro. Y eso fue muy duro también. Alors, les deux autres problèmes, enfin, qui sont liés aux deux premiers, le deuxième problème, c'est, bon, là, c'était la tension entre la période préélectorale avec une forte mobilisation, un activisme très fort enfin, voilà, de ceux qui se présentaient, ceux qui se mobilisaient. Et puis, une fois qu'ils ont été élus, une partie des gens, en fait, qui n'ont pas eu forcément l'envie de maintenir cet activisme, cet engagement. Donc, une des questions, c'est comment poursuivre l'engagement après qu'on est élu. Et puis, la deuxième, en fait, c'est dit, on a découvert le côté sale de la politique, hein, enfin, le côté, oui, très dur de la politique, parce que ben, là, il y avait voilà, beaucoup de négociations pour avoir des appuis. Les gens disaient, OK, on donne l'appui, mais il va falloir dire que c'est nous qui avons fait ça, etc. Donc, une grande
des illusions aussi du côté des négociations qu'il a fallu entamer avec d'autres partis politiques et d'autres partenaires. Y sobre las sorpresas positivas, decir tres cosas. La primera es que mucha gente que estaba trabajando dentro del ayuntamiento cuando entramos, que estaba callada porque las políticas se hacían de otra manera, cuando nosotros empezamos a abrir la institución a la gente, esta gente de repente salió, ¿no? Y empezamos a ver gente muy fuerte, muy potente, con mucha capacidad y que parecían que eran como funcionarios grises, pero que tenían, ¿no?, con mucha iniciativa política. La otra es que la ciudadanía estaba más empoderada. Estos años hemos visto una Barcelona más potente, especialmente la gente más pobre, que siempre tiene como menos autoestima política. Vemos como más capacidad de hablar en primera persona. Y la tercera es que incluso cuando tuvimos los ataques más fuertes mediáticos, mucha gente mantuvo las líneas de confianza y los mecanismos de comunicación con nuestra área política por encima de las mentiras que estaban diciendo los medios de comunicación. Alors là, c'est plutôt du côté des surprises, entre guillemets, positives. D'abord, la première chose positive, c'est qu'ils ont découvert au sein de la municipalité toute une série d'agents, de fonctionnaires qui jusque-là étaient très discrets, voire peu visibles, qui vraiment attendaient ces changements et qui du coup se sont fortement engagés autour de leurs actions. Ensuite, la deuxième surprise, c'est que finalement, ça a participé d'un renforcement, enfin, il dit d'un empowerment, on va dire, d'un renforcement du pouvoir des populations, des citoyens. Et en particulier, ce qui le marque, enfin, ce qui l'a interpellé, c'est des populations finalement les plus pauvres qui qui ont vu leur pouvoir se renforcer, qui s'exprimaient davantage à la première personne avec une prise de confiance. Et puis, il y a eu aussi de nouvelles lignes de confiance plus externes de la population, finalement, voilà, qui a soutenu les actions qui se mettaient en place, malgré parfois une communication très défavorable à leur endroit, en fait, par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, il y a quand même, malgré des communications un peu défavorables, des lignes de soutien qui se sont exprimées autour de leur action. Preguntabais también sobre los obstáculos y las dificultades de gobernar, de intentar gobernar de forma participativa, ¿no? Y tres comentarios sobre esto. El primero, falta de tiempo, no. Había una incapacidad de mantener a todas las alianzas que estuvimos creando informadas e involucradas. Esto fue quizás lo más fuerte. La segunda cosa es que pasamos de una cultura, digamos, de resistencia, de organizaciones de base, en la que funcionas como con mucha compresión, ¿no?, de fuera, a estar con tracción. Es decir, las instituciones empujan a cada uno hacia un lado. Había poca capacidad para pensar en colectivo, para mantener estos espacios de inteligencia colectiva. Y la tercera cosa es que nos faltaron muchas redes, muchas herramientas, muchos recursos. Para mí es maravilloso ver que en Sellón o en Baú y vosotras ya estáis pensando en crear redes, en pensar en cómo prepararos para cuando entréis ahí, porque a nosotros nos faltó muchísimo eso. Alors, quelles sont selon lui les difficultés les plus fortes qu'ils ont eues pour gouverner, pour agir de manière participative? Alors bon, la première chose qu'il a déjà un petit peu évoquée, c'est vraiment le manque de temps pour soutenir toutes les actions, l'ampleur de tous les sujets sur lesquels il fallait travailler. Un autre point sur lequel il insiste, il dit c'est que en fait, dans la phase un petit peu résistance, avant l'entrée dans l'action, on va dire, dans le gouvernement local, il y a vraiment un front collectif qui s'était mis en place. Et à partir du moment où ils sont rentrés dans la municipalité, chacun a été affecté on est passé un peu dans une logique de silo où chacun était sur des actions un peu disséminées. Et donc, comment refaire du collectif très fort comme il l'avait auparavant. Et donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui a été très difficile.
Et puis la troisième grande difficulté, c'est vraiment le manque d'outils, le manque de méthodes, le manque de réseau d'appui, de collaboration, de tramage autour de leur action. Et il dit qu'il est assez impressionné de voir les expériences de Saillant et de Vaour aujourd'hui, quand ils témoignent effectivement des effets de réseau dont ils ont pu et d'appui qu'ils ont pu trouver pour mener leur action. Y, y el último punto sobre el que nos preguntabais era sobre por qué, ¿no? ¿Por qué tiene sentido pensar en este enfoque político, en esta estrategia, en las listas ciudadanas? Y aquí la reflexión que hacemos desde el municipalismo, desde Barcelona, es que el Estado-Nación probablemente ha dado algunos resultados en la historia positivos, ¿no? Para dar garantías y derechos, pero también ha traído muchos problemas. Hemos visto que incluso en las mejores experiencias del siglo XX, del socialismo o del llamado socialismo, la centralización ha sido uno de los grandes problemas. Ahora mismo necesitamos internacionalizar, necesitamos más internacionalismo y necesitamos al mismo tiempo más democratización, más participación. Y pensamos que el municipalismo permite ser radical y pragmático, permite ir más allá de las grandes ideologías y permite pensar en la política o en la ideología, no en mayúsculas, sino en minúsculas, pensar cómo construimos la vida que queremos construir y cómo desde allí podemos pensar en construir otras instituciones que estén al servicio de las instituciones locales, que sea la gente la que decida cómo vive y que sean las instituciones las que se montan, las que se construyen bottom-up, digamos, de abajo hacia arriba, respondiendo a eso. Y nos parece que el municipalismo permite, por un lado, esa táctica, la escala humana, los problemas cotidianos de la gente, y al mismo tiempo una visión del mundo descentralizada, conectada, ¿no? Digamos, como la Commune de París, ¿no? Y en ese sentido pensamos que lo que necesitamos son nuevas formas de organización y de representación política, que todavía probablemente no podemos imaginar. Entonces, ¿cómo podemos pensar esas instituciones? La mejor manera es organizarnos, construir alianzas, construir formas de vivir nuevas, que son las que queremos hacer ahora, y que de ahí nazcan de forma orgánica las instituciones políticas y sociales que queremos para conseguir esa forma de vida. Alors là, on est plutôt sur le grand message politique. En plus, bon, là, c'était difficile parce que je me concentrais dans les idées que ça m'interpellait. Et bon, voilà. Donc, en fait, pourquoi s'engager dans ce type de fonctionnement? Bon, en fait, il rappelle qu'effectivement, l'État-nation, quand même, donne des droits, donne un cadre, des garanties, etc. Mais que si on regarde tout au long du XXe siècle, finalement, l'État-nation, il a eu aussi toute une série de faiblesses. Il est resté aussi très centralisé, pas toujours, attentif finalement aux besoins des citoyens et à leur réalité. Donc, pour lui, en fait, s'engager dans ce type de fonctionnement autour du municipalisme, c'est un moyen d'aller aussi au-delà des grandes idéologies. C'est une manière de participer, de construire finalement la vie que nous voulons construire. Et pour lui, ça passe, le municipalisme doit permettre aussi d'aller vers la construction d'autres institutions, peut-être d'autres institutions globales au service des institutions locales. Et justement, le municipalisme permet quelque part de travailler à l'échelle, on va dire, humaine, des besoins des populations, mais en ne perdant pas de vue une certaine vision du monde. Donc, on a besoin aussi d'internationalisation, de réseaux pour réfléchir à ça. Donc, il croit beaucoup en la démarche ascendante et dans cette démarche ascendante qui serait capable de construire de nouvelles formes d'organisation politique. Il met en avant la nécessité d'alliances citoyennes justement pour participer à ce travail de redéfinition des institutions à différentes échelles. Je vais peut-être résumer un peu vite, mais... Oui, mais
Résumé, je ne sais pas, mais en tout cas, traduit, c'est certain. Bon, Normal. merci Laurence. Je vous propose de souffler un tout petit peu. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de vous donner la parole. Euh, de nouveau, peut-être Joël, j'ai vu que tu posais une question là, si tu veux bien la poser oralement, et puis on essaiera de la traduire, ce qui n'est pas si simple. Vas-y. Oui, mais c'est une question, mais bon, il y a pas que la mienne, je pense. Non, non, mais il faut bien commencer. Ouais, d'accord. Ben, bonjour, Ravier. La question que je posais, c'est est-ce qu'il y a, selon toi, une taille minimale ou maximale pour pouvoir administrer? Alors, je mets plein de guillemets, hein, est-ce qu'il y a une taille, je dirais, démographique? Est-ce qu'une ville comme Barcelone, justement, est adaptée pour et si oui, dans quelle mesure, quelles conditions il faut pour que justement vous puissiez développer la démarche telle que vous l'avez développée, enfin, ou que vous entendez la développer? Est-ce qu'il y a des tailles minimales ou maximales possibles ou admissibles pour ce faire? Entonces, la pregunta es saber si hay una escala mínima o máxima para trabajar así, para poder gobernar y tomar decisiones. Y bueno, si Barcelona es una talla o escala correcta para funcionar. Yo creo que eh, lo bueno de la propuesta municipalista es que no queremos llevar nuestro modelo a otro sitio y decirles vosotros lo tenéis que hacer como nosotros. Lo que tenemos que hacer es llevar la metodología de la democracia radical y de las instituciones al servicio de las personas a todos los sitios. Con lo cual las respuestas de cada sitio probablemente serán distintas. En Barcelona hemos visto algunas limitaciones, algunas por arriba y algunas por abajo. Por arriba, muy claramente, el no estar trabajando, por ejemplo, en la dimensión metropolitana, por no poder colaborar de una manera con gobiernos tan radicales como el de Barcelona, con otros municipios de alrededor, han sido grandes limitaciones. En eso hemos hecho un trabajo digamos, de pedagogía con otros gobiernos que eran menos de izquierdas, por así decirlo, que nosotros, y en algunas cosas hemos conseguido cosas interesantes. Al mismo tiempo, la falta de herramientas para democratizar los barrios, por ejemplo, en ese sentido nos han faltado herramientas hacia abajo para poder tener como comunes más pequeños, ¿no? Herramientas de democracia radical en los barrios. Y en algunas de esas cosas hemos desarrollado herramientas, pero desde luego faltan por desarrollar. Con esto doy algunas ideas, pero por supuesto las respuestas las tendremos que construir en el tiempo. Sí. Bueno, está bien. Bon, longue réponse et tentative de résumer. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est avant tout une question de méthodologie. C'est pouvoir mettre en place une méthode qui puisse fonctionner avec des outils. Donc, il dit que eux ont connu quand même des limites ou des difficultés, notamment, enfin, ce qui est important pour lui, c'est de pouvoir faire en sorte que les institutions soient au service des habitants. Donc, il y a aussi un gros travail de pédagogie à accomplir. Il mentionne aussi le fait qu'il y a un défaut ou un manque d'outils pour aller vers les quartiers les plus pauvres et de pouvoir développer donc des outils démocratiques. Il mentionne aussi ce qu'il appelle la démocratie radicale. Voilà, donc c'est aussi voilà, un concept qui n'a pas forcément été mobilisé jusqu'alors. Donc, on va prendre, si vous voulez bien, encore une question ou deux, parce qu'après, on aimerait bien élargir aussi sur des questionnements vers nos amis de Vaour. Alors, je suis en train de remonter dans le chat, ou si je ne vois pas tout le monde non plus. Poum, 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 poum. Si les collègues peuvent m'aider, je suis preneur. Je ne vois pas de questions, en tout cas pas spécifiques à Barcelone. Oui. Je vois personne qui lève la main, en tout cas là.
Ok. Donc peut-être on élargit directement sur. Il y avait une question sur Vaour, je crois. Je remonte. Les deux questions sur Vaour qui étaient posées par Christian Louis, mais ça peut être aussi des questions qui interpellent Barcelone. Ah si, il y a Claude qui lève le doigt. Je t'en prie, Claude. Alors vas-y, et puis après on reviendra. Peut-être une question aux deux à Barcelone comme à Vaour. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude de l'État-nation par rapport à ce type d'expérience, par rapport à un fonctionnement plus participatif de la gestion communale, quelle que soit la taille de la commune, parce que je réponds aussi un peu à Joël, il me semble que quelle que soit la taille, c'est aussi une volonté ou pas de mettre en place ce type de fonctionnement. Est-ce que les partenaires en fait de la collectivité, notamment les financeurs, ceux de l'État comme les autres organismes financeurs, sont réceptifs ou au contraire mettent des bâtons dans les roues? Est-ce qu'ils sont facilitateurs? Est-ce qu'ils encouragent ou pas ce type de démarche? D'accord. Peut-être, enfin, je peux peut-être traduire la question dans un premier temps et puis démarrer par, enfin, on verra. Euh, entonces, Xavi, la pregunta es saber qué tipo de, bueno, attitude, je sais pas, mais Actitud o apoyo. ¿Qué tipo de actitud, apoyo? qué tipo de apoyo da o Mm. no da el Estado. Mm. ¿Qué tipo de actitud tienen los financiadores y todos los otros actores? Saber si están recibiendo positivamente, si facilitan o si están en contra, si, bueno, si es más difícil. Entonces la pregunta es para ti y para Baur. Entonces quizás puedes empezar, pero de manera corta. Sí, Si empiezo yo, sí, sí. cuando nosotros llegamos al poder, igual que otras ciudades en España y pueblos, inmediatamente, menos de un año después, el gobierno central español hizo una ley para centralizar aún más las instituciones y para quitar poder a las instituciones locales. El miedo que hay desde el Estado, desde las estructuras clásicas del Estado, a perder el control a través de las instituciones locales y regionales, en el caso de España es clarísimo. Y de hecho eso es una de las cosas que nos ha obligado a buscar alianzas a otros niveles, a nivel tanto regional como nacional. Vale. Donc, en fait, qu'il dit, c'est que bon, c'est quelque chose qui s'est posé rapidement et juste une année après, l'État central, donc le gouvernement, a pris une loi a mis en place une loi pour recentraliser ou centraliser davantage les institutions. Et donc, il dit qu'il y a vraiment une peur de l'État de perdre le contrôle et que ça les a obligés finalement à chercher à trouver des alliances à d'autres niveaux. Donc, peut-être on passe sur notre échelle française, donc sur les amis de Vaour, là, comment vous pouvez réagir à ce questionnement? Oui, alors concernant les dotations ou les subventions qui pourraient être attribuées à toutes les communes, nous, on n'a pas senti de problématiques particulières avec telle ou telle institution qui nous sacrait parce qu'on a un fonctionnement participatif. Par contre, je sais que on représente quelque chose qui fait peur à l'État parce que la préfecture a un regard tout particulier sur ce qui se passe à Vaour. Donc officiellement, ben, on est considéré comme une mairie comme les autres. Et de manière un peu officieuse, je sais qu'on est très surveillé. Mais moi, je sais aussi que c'est pour ça qu'on fait l'effort de communiquer beaucoup pour en fait éteindre un peu toutes ces rumeurs négatives qui tournent autour de Vaour.
Et pour répondre aussi à une question qui a été posée juste en amont concernant la démographie minimale ou maximale qu'il faudra avoir, dans le réseau Action Commune, il y a de nombreuses communes. Vaour est la plus petite, Poitiers c'est la plus grande, et Poitiers c'est quand même une ville d'une certaine importance. Et l'exemple de Barcelone est assez prégnant aussi pour dire que finalement, à démographie variable, il va falloir aussi adapter les outils, mais que tout est possible du moment, et Xavier l'a dit, du moment qu'on n'essaye pas d'appliquer un schéma, le même schéma à une commune ou à une autre. Mais chaque commune devra développer ses outils, ses schémas. Mais par contre, c'est pas une histoire de taille. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va prendre encore une, voire deux questions en fonction du temps de réponse qui va être donné à ces questions. Donc, il y avait apparemment des questions formulées par Christian. Donc, il y en avait beaucoup. Alors, peut-être on va en choisir une. Donc, il y avait une question pour Vaour. Donc, bah, peut-être vous pourrez répondre à tout, hein. Combien de conseillers communautaires sur le total de la communauté de communes? Donc, j'ai entendu que vous en aviez deux. Sur les combien il y en a au final? Et bon, je suppose que le bloc des quatre communes avec une liste en commun n'est pas majoritaire sur la Comcom, n'est-ce pas? Je vois un sourire, donc voilà, la réponse est déjà là. Est-ce que vous êtes, entre guillemets, vous, dans une majorité? Comment ça fonctionne finalement au niveau intercommunal? Est-ce que vous arrivez à apporter et quelque part à voilà, orienter un peu, faire bouger l'interco, peut-être on peut le formuler comme ça? Oui, c'est ça. On n'est pas du tout majoritaire, mais par contre, on représente un bloc assez fort, le bloc des quatre communes du COS. Il y a pas mal de... Il y a 7 vice-présidences et je sais qu'on est assez bien représenté. Moi, j'occupe une vice-présidence en charge de l'assainissement et il y a pas mal de référents aussi des élus du COS qui sont référents sur des commissions intercommunales. Donc, effectivement, on n'est pas du tout majoritaire. Très souvent, il y a environ 45 conseillers communautaires sur 25 communes. Il y a eu un sujet très clivant il y a quelques jours et ça a fait les 4 communes du COS voter contre, tandis que les autres ont validé le projet. Voilà, donc quand il s'agit d'un vote, on est minoritaire, mais par contre, on a une capacité d'influence qui est quand même prise en compte et j'entretiens de très bonnes relations avec le président de la communauté de communes qui nous considère et qui nous respecte. Voilà. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Donc les choses peuvent évoluer positivement. Et donc, on peut dire et penser que finalement, l'intercommunalité a moins peur de vous que l'État. Des personnes. Euh, oui, ça va dépendre des personnes, on va dire. Je, on est plus proche de l'intercommunalité. Donc, au début, il y avait pas mal de défiance. Et puis, petit à petit, ils ont vu qu'on était sérieux, qu'on avait une capacité de travail et qu'on était respectable. Donc, ils ne peuvent plus faire sans nous. Voilà. Et Vaour, de par le rayonnement du festival, en fait, c'est un petit village, mais qui représente une force locale assez grande. Très bien. Merci beaucoup. Et peut-être il y avait un deuxième volet enfin, voire troisième à la question de Christian, si tu veux bien la poser, Christian, toi aussi en étant une brique IFT exemplaire, on puisse en prendre une derrière. Christian, tu peux? En fait, vous êtes à mi-parcours, donc j'avais demandé si vous aviez fait un bilan à mi-mandat, sous quelle forme vous l'avez présenté, est-ce qu'il est écrit ou pas, parce que je suis allé voir sur votre site le modèle de gouvernance qui est en ligne,
Et d'autre part, savoir comment vous envisagez maintenant de passer de cette expérience communale à une expérience intercommunale en 2026. Je parle du bilan, quoi. Ouais, vas-y. Alors, pour ce qui concerne le bilan, on n'a pas encore fait vraiment un bilan à mi-mandat sous une forme classique. Par contre, il y a quelques mois, on a vraiment fait le point sur tous les projets qui étaient lancés, qui étaient en cours, et surtout les projets qui restaient, entre guillemets, en suspens, qui avaient été évoqués. Et on a décidé de faire une synthèse de tout ce qui était remonté comme idée et comme envie pour le village, et après de convoquer une assemblée citoyenne pour proposer aux habitants de prioriser ces projets-là, parce qu'on avait du mal à avancer avec 30 pistes de projets dont on ne savait pas comment les prioriser. Donc on a fait ce travail avec les habitants et ont émergé une dizaine de projets qui semblaient prioritaires à la majorité des habitants pour le bien commun, hein, avec cet objectif vraiment du bien commun, sortir de la dimension individuelle. Et donc, pour le moment, pour les années qui restent, on est quand même axé sur ces axes prioritaires qui nous ont donné un petit peu la possibilité voilà, de mettre maintenant notre énergie sur ce qui a émergé à ce moment-là. Donc finalement, c'était quand même une forme de bilan, de pouvoir faire le point sur tout ce qui était déjà réalisé, sur tout ce qui était en cours et sur tout ce qui était à venir. Ça a pris cette forme-là. Et pour l'autre question, je laisse Jérémy répondre. Qui était, excusez-moi, j'ai oublié le. L'autre question, c'était sur le. Aventure à l'Interco. Est-ce que vous allez mettre le paquet sur l'Interco en 2026? Si d'aventure, vous avez envie de remettre ça. Parce que c'est Et, pas. voilà, se pose en fond l'histoire de est-ce qu'on va vouloir renouveler un mandat? Et je vais répondre très, très personnellement. Moi, je vais tout faire pour qu'une dynamique de démocratie participative puisse se reconduire. Mais par contre, je n'ai aucune envie de renouveler mon mandat. D'une part, parce que je n'ai pas envie de faire carrière en politique et que quand on est maire d'un petit village, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et surtout de charge mentale pour une indemnité qui est assez faible, hein. Je suis à un peu plus de 800 euros par mois et que du coup, je dois préserver une activité professionnelle à côté pour pouvoir vivre et que les deux cumulés me prennent tout mon temps, toute mon énergie. Et que donc, je vais militer pour qu'il y ait une autre liste participative qui passe, mais moi, je ne serai pas ni à la mairie, et on verra si je serai simple conseiller communautaire, simple conseiller municipal. Donc, je laisse la réponse de savoir si on va être actif au sein de la communauté de communes en 2026. Je laisse cette réponse-là aux Suivant. futurs prétendants. Voilà. OK. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est des questions d'actualité, en tout cas, ce que j'ai compris, hein, des indemnités des élus, compte tenu de la charge qui est la leur, mais pas seulement. Et l'idée aussi de ne pas s'accrocher n'est pas non plus inintéressante, n'est-ce pas? On va, si vous voulez bien, poser la même question à Xavi par rapport à comment se font les bilans, s'ils se sont faits déjà, s'ils sont envisagés, etc. Donc, Xavi, la pregunta era para Baur y la misma para Barcelona. ¿Cómo se hacen, si se hacen balances con los ciudadanos, si van para los diferentes barrios? Y, bueno, si hay alguna forma y cómo lo manejan. Bueno, hay dos balances, ¿no? Hay uno que es el balance público sobre el trabajo que hemos hecho, el balance interno, y eso hicimos tanto como gobierno como organización política, hicimos un balance y publicamos un periódico, 100.000 números que repartimos por la ciudad a los 2 años. Y luego hay el balance preguntando, el balance que no es el que hacemos interno, sino el balance que hacemos con la ciudadanía. En ese sentido,
creo que a nivel institucional se hizo un trabajo bastante interesante, digamos, usando las herramientas institucionales participativas para recoger cuáles eran las opiniones, las necesidades, etcétera. En ese sentido, se hizo un trabajo. Puedo pasar información, si queréis, por escrito, de también tanto presencial, pero yo diría sobre todo online, que se hizo. Y lo que nos faltó, y yo creo que aquí tiene sentido que comparta la crítica, lo que nos faltó es hacer un balance como organización, un balance político de lo que habíamos hecho bien y mal. Y por estar priorizando demasiado el trabajo dentro de la institución, el trabajo más político lo dejamos de lado. Y yo creo que no hicimos un buen balance con la ciudadanía, digamos, con los activistas, con las organizaciones de la ciudad sobre el trabajo que estábamos haciendo. Gracias. Peut-être je demanderai un soutien à Laurence si besoin, mais il y a plusieurs types de bilans hein, qui sont faits. Donc, un bilan qui va plus vers les habitants, notamment avec des bulletins qui sont publiés, en s'efforçant de mobiliser des outils hein, qui sont liés à la démocratie locale, à l'intelligence collective, etc. Il nous propose de nous transmettre un certain nombre d'infos, de documents, etc. J'ai cru entendre aussi qu'on pouvait trouver des choses en ligne. Donc, ce qu'il disait, il y a donc ce bilan fait avec et vers les habitants. Et il y a derrière ça la question du bilan politique. Donc, j'ai cru comprendre que le bilan politique, en termes vu comme organisation, est peut-être un peu manquant, mais je ne sais pas comment tu as entendu les choses, Laurence, si tu les as entendues. Oui, en fait, c'est ce que tu dis. Le dernier point, ce qu'ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps de faire et qu'il reste à faire, c'est vraiment plutôt le bilan politique de leur mouvement, de leur organisation qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont fait en tant que fonctionnement institutionnel et dans la relation avec les habitants et avec les gens engagés, mais leur propre fonctionnement de l'organisation politique, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu le temps de le faire. Très bien, merci. Bon, on s'approche dangereusement de la conclusion, donc je vais donner la parole à Claude pour conclure, mais je me permets, si vous voulez bien, de remercier nos intervenants qui ont été remarquables. Xavi, bueno, le decimos gracias y para la calidad de su intervención. Vamos a cerrar con unas palabras del presidente de UNADEL, pero Il veut prendre gracias. la parole, Xavi. Il veut parler un petit peu, oui. Ah, ok. Un minuto. Sí, Quiero decir que muchas gracias personalmente y como Organización Política Barcelona en Comú por esta invitación. Nos ofrecemos para futuras colaboraciones para lo que queráis. Primera cosa. Segunda, gracias a la traducción, que es imprescindible. Sin esto no se puede funcionar internacionalmente. Y la tercera cosa es específicamente para Francia. El sur de Europa lleva años en una crisis política muy profunda e intentando cosas. El norte de Europa todavía no se entera de lo que está pasando. Ayer las elecciones en Holanda, ganando la extrema derecha. Francia es uno de los países que está en el sur y en el norte. Yo creo que vosotras sois claves. Un buen trabajo en Francia es clave, yo creo, para toda Europa. Así que os animo y os animamos con toda la energía para que sigáis trabajando en ello. Ok. Donc, il remercie beaucoup, remercie aussi la traduction sur laquelle on n'aurait pas pu fonctionner. Et il veut attirer l'attention sur le fait que ça fait des années que le sud de l'Europe est en crise économique et sociale, qu'il se passe des choses au nord qui sont aussi très inquiétantes. Il y a eu la Hollande hier. Et il dit que la France, finalement, elle est entre le sud et le nord et est doublement concernée. Il dit aussi que il est ravi de cette collaboration et qu'il est il est tout à fait disposé à ce que les échanges se poursuivent avec celles et ceux qui le souhaiteraient. Donc, pour finir et finir à l'heure, Claude va être concis, ce qui est un challenge pour lui.
Ah oui, c'est clair, en moins de 2 minutes. Bon, en tout cas, je voulais d'abord remercier bien sûr les intervenants et en particulier les traducteurs aussi qui ont facilité la communication. Mais je crois que je voudrais aussi remercier tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, pratiquement tous. Donc ça veut dire que malgré les difficultés peut-être de la traduction, le sujet a passionné, intéresse beaucoup et je crois que parmi les participants, il y avait aussi des gens qui se posent la question d'être candidats aux élections la prochaine fois et de les préparer. Donc, c'est important aussi de partager ces expériences. Je crois on peut remercier aussi tout particulièrement, bien sûr, Rémi, hein, qui est arrivé aussi, comme à Barcelone en plein Covid ou comme à Vaour, il y a 3 ans et demi, et qui aujourd'hui va nous quitter. Donc, je dirais que les Jeudis du développement local sont nés de cette expérience-là, de cette présence qu'on a essayé de maintenir entre nous, de ce lien qu'on a essayé de créer entre nous, malgré cette période de Covid. Et aujourd'hui, on voit bien l'utilité de partager les expériences, de croiser nos regards pour trouver des solutions pour demain. Je ne saurais trop insister, à partir de l'expérience de Jérémy et de Claire, et puis de celle que j'ai pu accompagner par ailleurs, je ne saurais trop insister sur la nécessité de prendre le temps, hein, d'organiser les choses, de fixer le cadre, de fixer des règles et d'anticiper. C'est clair que les élections futures, dans 3 ans, il faut les préparer dès maintenant. Il faut commencer à y réfléchir dès maintenant. Il faut trouver les bonnes organisations et il faut accepter l'idée que la prise de décision par consentement ou l'élection sans candidat, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça s'organise. Et puis, par ailleurs, il faut, on l'a entendu, que ce soit à Barcelone ou à Vaour, il y a ce risque du burn-out parce qu'il y a un investissement lourd, il y a ça demande une implication forte, ça demande une vraie volonté. C'est pas encore une culture généralisée et on voit, comme le disait Ravier, que effectivement aujourd'hui il y a des risques en Europe, mais aussi en France, dans nos communes, de la montée des communautarismes, du rejet de l'autre, etc. Et que développer des principes de participation, de construction collective de la gestion publique, de la décision publique, ben c'est nécessaire, c'est un bon remède pour faire face à tous ces risques-là et pour redonner de l'espoir au global en travaillant d'abord au local. Donc, merci à tous et à très bientôt pour la suite des aventures. Merci beaucoup à tous. Et puis, je rappelle juste que le prochain jeudi, c'est le 21 décembre, sur un sujet qu'on explorera, sur un nouveau sujet. Voilà, on vous l'annoncera dans pas trop longtemps. Et donc, merci beaucoup à tous les intervenants et à tous les fidèles des Jeudis du développement local, et y compris aux nouveaux venus, à qui on enverra les différentes informations. Je ne sais pas, Sylvain, si tu as des choses à rajouter. Et je dirais, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux INADEL, TCO. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Bon vent à toi, Rémi, et merci pour tout. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Les intervenants et animateurs, vous pouvez rester en ligne quelques minutes. Oui, Xavier est OK pour rester. Ah oui, Okay. merci. Merci à Merci à tous, bonne journée. Ouais. Bonne journée. Et bonne réflexion hein, pour la suite en commun. Les suites. Rendez-vous en 2026. Oui.